Ce soir, j'avais choisi comme thème énergie verte vers la maturité. Bon, il y a toujours un petit jeu de mots là-dedans. Et donc, voilà. J'aime bien les jeux. Donc, quelle sera la teneur, quel sera le plan de mon intervention? Donc, je parlerai, tout d'abord, j'ai pris deux exemples, hein, parce que on ne peut pas, pour une conférence, être exhaustif là-dessus, et donc on verra que le premier point est déjà très développé, et il y aura peut-être un peu moins de place pour le deuxième point. Le premier point, c'est l'énergie éolienne, et le deuxième point concerne les biocarburants, et j'ai envisagé ça en lien avec les pays du Sud. Les biocarburants, vous savez, les cultures d'huile de palme, etc., et un petit peu les conséquences un petit peu néfastes dans les pays du Sud. Bien, voilà. Alors, donc, les énergies vertes, énergies renouvelables, et donc dans le cadre de ces engagements pour le climat, la France s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable. Ainsi, la loi de transition énergétique pour la croissance prévoit que 40% de la production d'électricité se fera à partir d'énergies renouvelables en 2030, sachant que cette part était de 18% en 2015. Voilà. Donc vous voyez, des objectifs ambitieux pour la France, ils sont aussi ambitieux pour les autres pays européens et pour le monde entier. Bon, on a eu une réunion, la COP21, à ce propos. Bien, alors, ce que je voudrais dire, c'est que tout d'abord, je voudrais lever une certaine ambiguïté sémantique. On parle de biocarburant, et biocarburant indique que ce carburant est obtenu à partir de matière organique, c'est-à-dire de la biomasse. Bio vient de biomasse, et non pas biologique. Parce que souvent dans l'esprit des gens, dans le sens habituel, on pense biocarburant, c'est équivalent à l'agriculture bio, les produits bio. Eh bien non, hein. Cette ambiguïté doit être levée. Deuxième ambiguïté, c'est que appeler un parc ou un champ d'éoliennes à caractère industriel est une sorte de manipulation, parce que ce n'est pas le parc Astérix. Hein, on ne va pas se balader dans un parc d'éoliennes, c'est plutôt une usine. Hein. Et donc, si vous voulez, les mots ont un sens, et il faut faire attention, hein, à ce sens. Alors, bien sûr, on parle d'un parc d'éoliennes, ça oriente un petit peu la représentation qu'on s'en fait. Hein. Voilà. Voilà cette, comment dirais-je, cette ambiguïté élevée. Alors, premier point, et ce sera le plus important à mon avis, c'est traite de l'énergie éolienne. Alors, petite définition classique Wikipédia, l'énergie éolienne, c'est l'énergie du vent dont la force motrice est utilisée pour le déplacement de voiliers et autres véhicules, où l'énergie est transformée au moyen d'un dispositif autogénérateur comme une éolienne ou dans un moulin à vent en une énergie diversement utilisable. C'est une des formes d'énergie renouvelable. Bon, énergie éolienne, bon, pas de problème, vous savez tous qu'elle tire son nom d'Éole, le dieu des vents de la Grèce, et cette énergie éolienne, elle est diversement utilisée pour faire avancer un véhicule, pour produire de l'électricité en courant continu ou alternatif. Bien, donc voilà un champ, un parc d'éoliennes, si vous voulez, ou un champ d'éoliennes. Bien. Alors, il y a un lien entre le réchauffement climatique et les énergies renouvelables. La thèse du réchauffement climatique anthropique
à favoriser la promotion et l'essor des énergies renouvelables et notamment de l'énergie éolienne non génératrice directe de CO2, puisque le réchauffement climatique est censé provenir de l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Donc CO2 dont la production excessive due aux activités humaines est accusée d'être à l'origine du réchauffement climatique. Ainsi, on l'a vu, il y a au niveau mondial une tendance, une volonté de développer les énergies renouvelables et cela se traduit par la multiplication des éoliennes. Donc là, vous avez un tableau qui part de 1995 jusqu'à 2015 et qui montre l'évolution de la capacité éolienne en mégawatts au niveau mondial, la croissance au niveau annuel, au niveau de la quantité de mégawatts, ainsi que la croissance en pourcentage. Donc on s'aperçoit qu'en fait, à partir de 1995, on a des taux de croissance qui sont relativement élevés, jusque, on dira, il y a une première rupture en 2001, on atteint 34,9%, le taux de croissance diminue jusqu'en 2004, ensuite on a le taux de croissance s'élève à nouveau, et ce qui est notable, c'est que depuis 2011, on a des taux de croissance qui sont plus faibles. Voilà. Voilà. Donc voilà pour la multiplication des éoliennes dans le monde. Maintenant, les éoliennes en Europe. Donc vous avez des couleurs plus claires et plus foncées. Donc en fait, on s'aperçoit, plus le pays est coloré en foncé et plus les éoliennes sont nombreuses à l'intérieur de ce pays. Nombreuses, et la carte vous donne en fait la puissance en mégawatts. On s'aperçoit que le pays, le leader en Europe de l'éolien est l'Allemagne, avec une production de 44 496 mégawatts. Ensuite, vous avez l'Espagne, et vous voyez un petit peu quels sont les autres pays. Donc on voit bien un petit peu ce développement des éoliennes. En France, maintenant, eh bien, évolution de la puissance éolienne installée jusqu'en mi-2016. Alors vous avez sur l'échelle des ordonnées de gauche les mégawatts éoliens cumulés, et sur l'échelle de droite les mégawatts éoliens installés par année. Ok? Donc, installation par année, donc vous voyez, en 2015, 1073 mégawatts ont été installés, et donc cette courbe montre le cumul, et on voit bien que on assiste à une croissance importante depuis, disons, depuis 2005, vous voyez, avec une inflexion en 2013 pour une croissance supérieure. Donc on voit bien que en France, eh bien, les éoliennes se multiplient. Alors, quelle est, au niveau français, la répartition des 990 parcs éoliens de France, en France? Donc vous voyez un petit peu la répartition. Là aussi, nous avons les mêmes tonalités de couleurs. Plus c'est foncé, plus il y a de parcs éoliens. Et on peut s'apercevoir qu'en fait, là où il y en a le moins, c'est en Provence, Côte d'Azur, là, bon, à Paris, Île-de-France, c'est un peu normal, et qu'en Aquitaine, c'est pas...
Bon, c'est certainement dû hein, à la capacité de production qui est liée au vent, n'est-ce pas, à l'intensité et la fréquence des vents. Voilà. Alors, maintenant, quel est le bilan? Sur l'année 2015, la France est le 3e pays européen en termes d'installation de parcs éoliens, avec 1073 MW installés, soit une faible croissance des parcs installés par rapport à 2014, hein, voilà, où on était à 1042, donc c'est une faible croissance. Le premier pays européen en termes d'installation de parcs éoliens en 2015 est toujours l'Allemagne, avec une capacité annuelle installée de 6013 MW. Le Royaume-Uni marque un fort ralentissement en 2015, avec seulement 975 MW installés. Voilà. Alors, production éolienne d'électricité. Jusqu'à présent, nous avons les capacités installées. Hein. Là, nous avons la production éolienne, donc en térawattheure. Hein, vous avez là, sur l'échelle des ordonnées, et vous voyez qu'il y a une croissance qui est notable. Hein, notable depuis 2001, on est passé de 0,4 TW à 21,1 TW. Maintenant, quelle est la place de l'éolien dans la production d'électricité en France? Bien, ça c'est bien savoir. Donc voilà, on a un camembert qui est intéressant, hein, où on s'aperçoit qu'en fait, hein, désolé, mais c'est en anglais, je ne l'ai pas eu ailleurs. Hein, donc, hein, l'éolien, c'est 4% hein, de la production d'électricité. Donc, nucléaire, 73-69. Le charbon, 0,90. Oil, gaz, c'est le gaz et le gasoil, 5,51%, l'eau, électricité hydraulique, 13,65%, la biomasse, 0,47%, et le solaire, 1,59%. Et puis les autres, pas grand-chose. Voilà. Donc, on voit bien quelle est la répartition, et on s'aperçoit quand même que le nucléaire, c'est quasiment les 3/4. Hein, on voit bien. Hein. Voilà. Voilà quel est l'éolien représente 4%. Voilà. Alors, l'éolien, une énergie propre. J'ai mis des guillemets. L'énergie éolienne est une énergie renouvelable qui ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs. Là, je vais vous donner les avantages de l'éolien selon ses promoteurs. Voilà. Et l'éolien, c'est une énergie écologique. En luttant contre le changement climatique, l'énergie éolienne participe à long terme au maintien de la biodiversité des milieux naturels. L'énergie éolienne produit de l'électricité éolienne sans dégrader la qualité de l'air, sans polluer les eaux, pas de rejet en milieu aquatique, pas de pollution thermique, sans polluer les sols, ni suie, ni sang. L'éolien, une énergie discrète et rémunératrice. Lorsque de grands parcs d'éoliennes sont installés sur des terres agricoles, seulement 2% du sol environ est requis pour les éoliennes. La surface restante est disponible pour l'exploitation agricole, l'élevage et d'autres utilisations. Les propriétaires fonciers qui accueillent des éoliennes reçoivent souvent un paiement pour l'utilisation de leur terrain, ce qui augmente leurs revenus ainsi que la valeur du terrain.
donne les arguments des promoteurs, hein, bon, des défenseurs. Éolien, une énergie qui colle à la demande. La production éolienne d'électricité suit notre consommation d'énergie. Le vent souffle plus souvent en hiver. Cette saison étant celle où la demande d'électricité est la plus forte. Bien. Mais le problème qui caractérise l'éolien, c'est l'intermittence, c'est la volatilité. La production d'électricité éolienne est intermittente et variable. Là, je suis sorti des arguments des défenseurs. Hein. La puissance réelle des éoliennes depuis 18 mois a pratiquement oscillé entre 0 MW et 7500 MW. Ce fait remet en question les affirmations selon lesquelles les régimes de vent en France étant très différents, ça c'est l'argument soutenu par les promoteurs, ce qu'on appelle l'effet de foisonnement, les éoliennes assurent une production d'électricité continue. Alors voilà, je me suis procuré un graphique. Generation France Wind. Alors c'est, vous avez la source, hein, c'est une source tout à fait officielle, je mets les sources. Et là vous avez la production d'électricité éolienne, vous savez, en ordonnée, dans la puissance, mégawatts, etc., hein, de janvier 2015 à juillet 2016. Donc, voyez, hein, ce graphique, on voit qu'il y a quand même des variations erratiques, hein, vraiment erratiques. Hein. Alors, le problème qui va se poser, qu'est-ce qu'on fait dans les creux? On pédale? Non, mais les arguments, c'était qu'en fait, l'effet de foisonnement faisait que, bon, moi je veux bien qu'il y ait du vent à Calais quand il n'y en a pas à Perpignan, ou quand il y en a à Perpignan quand il n'y en a pas à Calais. Comment on fait pour acheminer le courant? C'est fou. Il faudrait des lignes, il faudrait d'abord l'acheminement en courant continu, pour qu'il y ait le moins de déperdition possible, au lieu de l'alternative, et ça demanderait des investissements fabuleux. Je croyais que le courant alternatif, c'était justement pour diminuer la perte. Ah, sur de longues distances, hein, c'est ce que j'ai lu, c'est qu'il fallait prévoir du continu pour perdre moins, qu'il y ait moins de déperdition. Donc voilà, volatilité de la production éolienne. Nous sommes d'accord. Bien. Là, je pense que il n'y a pas photo. Donc, l'énergie éolienne est caractérisée par un régime de production erratique. On l'a vu. Hein, et non prévisible. On ne peut pas prévoir. Honnêtement, on ne peut pas planifier sur une année, etc. Bon, demandez à la météo. Hein, et elle ne peut être utilisée seule et nécessite une énergie de substitution pouvant être très rapidement mise en œuvre. Voilà. Là est le problème de l'éolien. Cette énergie peut être hydraulique, mais elle n'est pas suffisamment importante en France. Ce sont les centrales thermiques émettrices de CO2 qui sont mises à contribution pour pallier l'intermittence de la production éolienne. Voilà. Donc il y a un couplage qui est, à l'heure actuelle, hein, qu'on ne peut pas éviter entre électricité, éolienne et centrale thermique. Voilà. Ça, c'est le problème majeur. On ne l'aborde pas très souvent. Et donc, l'intermittence, vous le voyez, je vous ai mis un petit dessin, entraîne l'emploi, entraîne le faire appel à des énergies fossiles qui sont productrices de CO2. Voilà. Et ça, c'est un problème majeur, qui sera peut-être résolu par la technique dans plusieurs années. Alors, quel est... Je voulais qu'on s'arrête 2 minutes sur le cas de la vertueuse Allemagne. Hein? Pourquoi? Parce que la classe politique, les médias encensent cette Allemagne
pour ses efforts et ses résultats dans les énergies renouvelables, ces éoliennes, ces panneaux solaires. Qu'en est-il réellement? Eh bien, il s'avère que l'abandon programmé du nucléaire en 2022, je ne suis pas défenseur du nucléaire, je tiens à le dire, et la nécessité de pallier la volatilité de la production d'électricité verte se traduisent notamment par des émissions de CO2 élevées. Voilà, le problème est là. Et donc, on peut dire en commentaire que l'énergie nucléaire s'en va, mais en Allemagne, mais le charbon, l'énergie la plus sale d'Allemagne, va devenir la plus importante source d'énergie. Alors, retour en Allemagne aux énergies fossiles. L'Allemagne construit 20 centrales à gaz et 23 centrales au charbon, qui vont tourner à l'aide de charbon allemand et américain, en prévision de l'arrêt de ces centrales nucléaires en 2022, et également pour suppléer les éoliennes. Les sommes investies pour la transition énergétique sont colossales, plus de 350 milliards d'euros de 2000 à 2015. Pourtant, la production électrique allemande est aux 2/3 productrice de CO2. Un peu paradoxal tout ça. En 2015, les centrales thermiques émettrices de CO2 ont produit près de 400 TWh contre 220 TWh pour les centrales sans CO2. Donc, nucléaire 87,1, éolien à terre et en mer 84,6 et solaire 36,8. Voilà. Alors, l'Allemagne, mais on le sait, se caractérise par une production de CO2 élevée. De 2000 à 2015, la production électrique par des centrales à flamme productrices de CO2 a plus augmenté, plus 14%, que celle sans production de CO2, plus 12%. C'est un peu paradoxal. Hein? Le kilowattheure produit en Allemagne émet plus de 500 grammes de CO2 contre moins de 20 en France. Bon, c'est vrai, le mix français, c'est sûr, avec le nucléaire. Bon. La combustion de la biomasse, dont on parle, qu'on classe parmi les énergies renouvelables, est en fait productrice de CO2 également. Alors, oui, peut-être une information... Sauf que pour la biomasse, le CO2 qu'elle produit, c'est celle qu'elle a elle-même consommée. Oui, mais bon... oui. Oui, d'accord. Mais ça ajoute quand même. Hein? Et si on brûle toutes les forêts du monde, ça ne fera que libérer le CO2 qu'elles ont consommé. Si tu veux, ça posera problème quand même. Si c'est bien géré, oui, tu brûles de la biomasse, tu la reconstitues. Pour se reconstituer, elle est obligée d'accepter d'absorber le carbone. Oui, mais quand on la brûle, la biomasse, il faut du bois. Hein, il faut du bois pour alimenter. Et ce bois, il vient d'où? Il vient du Brésil, il vient de l'étranger. Pour l'Allemagne, hein, je parle. Il n'y a pas de problème. Donc, où j'en étais? Voilà. Une petite info supplémentaire à ce propos. L'Allemagne possède 71 centrales à charbon en fonctionnement et continue d'en construire. La France en possède 4 et 0 en 2018. Ce sera terminé. Le charbon représente 45% du mix électrique en Allemagne et 3% en France. L'Allemagne produit 187 millions de tonnes de charbon et de lignite par an. La France, 0. L'Allemagne émet aussi 49 000 tonnes de particules fines. Ah, tiens. Eh oui, il ne faut pas oublier celle-là. Que les vents se chargent d'exporter vers la France et le Benelux. On en a eu l'expérience. Pas l'été dernier, l'été d'avant, je crois, où on avait droit que les particules, comme le nuage de Tchernobyl, ne s'étaient pas arrêtées à la frontière. Ah oui, ben oui. Et donc,
juste peut-être une dernière info. L'Allemagne subventionne directement l'extraction du charbon pour plus de 3 milliards d'euros par an. Un record en Europe. Ouais. Tout ça, hein, pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte. Quel est le mix allemand? Eh bien, en 2015, les centrales thermiques ont produit, je l'ai dit, 400 TWh contre 220 pour les centrales de CO2. Donc, éolien et gaz à effet de serre. L'éolien industriel ne produit l'équivalent à pleine puissance qu'au mieux un quart du temps. C'est-à-dire, un quart, ça fait 6 heures par jour, quoi, en moyenne. 1 mégawatt éolien ne produit sur 100 heures que 25 mégawattheures et nécessite pour sa régulation 1 mégawatt thermique à flamme produisant 75 mégawattheures. Voilà. Hein. Voilà quel est le mix en fait qu'il faut. Pour chaque mégawatt éolien, il faut 3 mégawattheures thermiques avec les émissions de gaz à effet de serre correspondantes. Donc si vous voulez, l'éolien entraîne forcément l'émission de gaz à effet de serre, qui n'est pas directe, mais qui est liée à la nécessité de couplage avec des centrales thermiques. Volatilité de la production et centrales thermiques d'appoint. Eh bien, ce couplage, ça intéresse les firmes multinationales. Pourquoi? Eh bien, les entreprises européennes, leaders dans le pétrole, telles Total et Shell, ont ajouté un argument à leur stratégie oligopolistique. Eh bien, la promotion du gaz pour justement les centrales qui viennent d'appoint. En promotion du gaz qu'elle présente comme la plus propre des énergies fossiles et comme un complément naturel aux énergies renouvelables. Et de ce fait, elles y trouvent leur compte. Voilà. Donc vous avez un lien, si vous voulez aller voir, sur les multinationales. Alors, ça c'était un premier argument, première question qu'il fallait se poser, c'était justement concernant la volatilité de la production de l'énergie et la nécessité de couplage et les résultats qui s'en suivent en ce qui concerne la production de CO2. Bien. Maintenant, je voudrais parler, je suis un peu économiste et je fais toujours j'ai toujours un petit biais en faveur de l'économie, et donc je voudrais parler des surcoûts. Pour la filière éolienne, EDF retient une hypothèse de développement du parc installé de 90 MW par mois en 2016 et 84 MW par mois en 2017 et une durée moyenne de fonctionnement de 2094 heures. Le tarif d'achat prévisionnel moyen par EDF est de 90,2 € le mégawattheure, en hausse de 1,8% par rapport à 2015, sous l'effet de l'indexation, parce qu'il est indexé. Et vous savez que la France est largement exportatrice d'électricité. Alors, pour un élément de comparaison, c'est qu'au cours des 12 derniers mois, la France a exporté l'électricité au prix moyen de 33 € le mégawattheure. 33,90 €. Donc, il y a... Bon, évidemment, il faut peut-être des incitations à ce niveau-là, mais ça représente un surcoût. Et qui paie? Qui paie le surcoût? Eh bien, j'espère que vous regardez de temps en temps votre facture d'électricité EDF. Eh bien, il y a une ligne qui s'appelle la contribution au service public de l'électricité, CSPE, qui est de 22,5 € le mégawattheure, appliquée en 2016. Elle représentera 16% de la facture annuelle, moyenne annuelle du consommateur. Oui, oui. Donc, des fois, il faut... Parce que
on ne regarde pas, on paie, hein, mais il faut savoir que c'est une valeur moyenne, mais ce n'est pas négligeable. Et donc en 2017, les Français vont payer 5 milliards 600 millions d'euros de surcoût liés au tarif d'achat des énergies renouvelables. Voilà. Alors, cette contribution au service public de l'électricité, voilà. Alors, il y a une contribution qui est proposée par un comité, hein, et la contribution unitaire qui est acceptée par l'État. Donc là, c'est la contribution réelle qui est appliquée, celle-là, c'est celle qui est demandée. Et donc, vous voyez un petit peu la contribution au service public de l'électricité qui, en euros par mégawattheure, vous voyez un petit peu la croissance depuis 2010. Donc, c'est un surcoût qui est payé par qui? Par les particuliers en priorité. Pourquoi? Parce que ce surcoût est payé par les particuliers, par l'usager particulier, parce que les grosses entreprises consommatrices d'électricité, Saint-Gobain, la SNCF, sont plafonnées. Et oui, elles sont plafonnées, je cite, hein, l'Union des industries utilisatrices d'énergie, l'UNIDEN, pour ne pas être mis en position de faiblesse par rapport aux entreprises étrangères. Donc, hein, les entreprises, hein, les grosses entreprises, ont un plafonnement, hein, voilà, alors que les particuliers ne sont pas plafonnés. Voilà. Parce que hein, les particuliers ne peuvent pas être compétitifs par rapport aux étrangers. Hein. Beaucoup plus faible. Eh oui. Alors qui profite de ces surcoûts? Parce que surcoût, ça veut dire que c'est redistribué. Ce sont principalement les constructeurs d'éoliennes, qui sont très majoritairement étrangers, et les opérateurs, hein, à qui on rachète l'électricité. Accessoirement, mais alors accessoirement, les propriétaires fonciers, les collectivités locales, parce que les collectivités locales, on leur promet des contributions plus ou moins déguisées au budget. Les élus aussi, c'est vrai, il y a eu pas mal d'histoires là-dessus. Hein. Oui, alors qui paie, j'ai dit, je voudrais revenir juste en arrière. Qui paie? Ce sont les particuliers. Et pour vous donner un petit surcroît d'informations, c'est que en Allemagne, hein, le prix du kilowatt au particulier est passé de 13,94 centimes en 2000 à 29,1 en 2015, c'est-à-dire une augmentation de 108,75%. Voilà, c'était juste pour info. Voilà. Donc, qui profite? Voilà. Alors, je vous ai dit, les constructeurs. Eh ben, les constructeurs, oui, ils construisent. Hein. Alors, vous regardez, par pays d'origine des constructeurs, vous en avez un, français, là, 3,52. Et encore, hein, encore, parce qu'avec tous les problèmes, Arriva, tout ça, hein, c'était un rêve, tout ça. Bon, donc, ce sont essentiellement les constructeurs étrangers. Alors, vous avez, je ne sais plus, Enercon, Vestas, etc., Nordex, ce sont surtout les pays du nord de l'Europe, hein, qui, Enercon, Vestas, Senvion, Nordex, Gamera, il y a Siemens aussi, etc. Voilà. Et donc vous avez la part par pays d'origine des constructeurs, et là il est indiqué, ce sont les données de 2013, hein, France 3,52%. Donc la main ne profite pas à l'industrie française, hein, franchement. Alors ensuite, il y a quand même les opérateurs, parce que bon, c'est eux qui produisent,
qui ramasse comment dirais-je, le kilowatt surpayé. Alors, vous avez GDF, Suez et filiales, ERDF, et puis 21 autres opérateurs. Donc en fait, eux, si vous voulez, comme le kilowatt est surpayé, hein, ce sont eux qui encaissent. Voilà. Bien. Alors, à qui profitent les éoliennes? Alors, je vous rappelle qu'il y a eu une émission, Pièce à conviction, du 6 mai 2015. Voilà. Qui est disponible sur Internet, qui est intéressante. Vous connaissez l'émission Pièce à conviction. Hein. Et voilà ce qui est dit. L'éolienne n'est pas la solution pour sauver la planète, c'est la solution pour enrichir indûment des affairistes qui raquettent discrètement les consommateurs et les contribuables. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est l'émission France 3. Bien. Alors, l'éolien et l'emploi. Voilà, maintenant. Éolien et emploi, eh bien, les syndicats de l'éolien, tous ceux qui gravitent autour, les opérateurs, etc., revendiquent 10 000 créations d'emplois. En fait, le problème, j'ai bien essayé de me documenter là-dessus, c'est que le seul document sur lequel ils basent leur dire, c'est une enquête commandée par eux-mêmes et qui fonctionne par sondage et questionnaire. Bon. Et aucun chiffre officiel ne confirme. Aucun. Alors des économistes expérimentés n'ont jamais réussi à trouver plus que l'équivalent de 650 emplois permanents en CDI. Citation de Économie Matin du 15-12-2015. Voilà. Bon, alors, peut-être que le journaliste exagère et que les syndicalistes de l'éolien exagèrent aussi un peu. Mais je ne pense pas, a priori, que ce soit la solution à l'emploi. Voilà. Petite question aussi concerne l'éolien et la santé humaine. Et ça, on en parle très peu, surtout en France. Très peu documenté en France et ignoré par nos autorités. La question des impacts sur la santé commence à se préciser et prendre une ampleur qui a de quoi inquiéter sérieusement. Un site suisse, qui est tout à fait officiel, a décidé de recenser les travaux scientifiques sur le thème de la santé et de l'éolien. Et il présente aussi des vidéos explicatives. Parce que ça, on a du mal à trouver des informations là-dessus. Alors, je suis allé voir ce site. Hein. Parmi les problèmes posés, il y a les vibrations et les turbulences. Les émissions sonores des éoliennes sont du domaine des basses fréquences et des infrasons. Et l'éolienne industrielle peut vibrer, d'ailleurs, même sans rotation des pales. Donc, basse fréquence et infrasons. Alors, le problème, c'est que on ne s'y intéresse pas en France. Il y a une sénatrice qui a essayé justement qui est allée dans ce sens pour qu'on s'intéresse au son d'une fréquence inférieure à 50 Hz. Je crois que c'est ça, 50 Hz. Et non, en France, on ne s'intéresse pas du tout à ça. Donc, si vous voulez, officiellement, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Or, il s'avère que l'éolienne industrielle génère de fortes turbulences, d'une part. Suivant ces dimensions, chaque révolution du rotor brasse à la surface de près de 2 terrains de football. Et ça crée d'énormes turbulences. Alors, des travaux scientifiques, maintenant. Parce que il faut aller vers les travaux scientifiques. Émissions sonores. La réalité des nuisances et leur nature sont connues du gouvernement des États-Unis depuis les années 80. Là, je vous cite, et je vous donnerai, si vous voulez, le lien, les travaux de Moller et Pedersen, de Henger, de Hansen. Voilà. Tout ça, ce sont des scientifiques qui ont fait des travaux en ce sens sur les infrasons, sur les basses fréquences. Et il faut également tenir compte, si j'ai rajouté ceci, mais que je tire du site en question,
il faut également tenir compte du fait que les infrasons ont une distance de propagation beaucoup plus élevée que les sons audibles. Voilà. Donc ça, c'est important et on commence à s'y intéresser, mais pas en France. Voilà. Enfin, on commence. Depuis les années 80 aux États-Unis, ça fait quand même une paye. Voilà. Donc, quels sont les mots à court terme? Alors, ils ont recensé perception physique de la pression abdominale, troubles psychiques, dépression, migraine, troubles du sommeil, angoisse, acouphènes. Voilà ce qui a été recensé. En France, le problème c'est que tout s'arrête, c'est comme Tchernobyl, tout s'arrête au bout de 500 mètres. Selon l'ADEME, quand même, l'institution officielle, je cite, les enjeux acoustiques et paysagers sont pris en compte dans l'encadrement réglementaire de l'éolien. Distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations et valeur limite sur le bruit ajoutée par les éoliennes à l'ambiance sonore habituelle. Donc au bout de 500 mètres, c'est bon. Des infrasons qu'on n'entend pas. Alors, donc, voilà ce qu'il est dit sur les infrasons. Oui, voilà, ok. Donc, l'éolien et la faune, là aussi, ça pose un sacré problème. C'est en France, une éolienne tue en moyenne 33 oiseaux migrateurs par an, source SNPE. Et là, j'ai pris un... je suis allé chercher l'information sur un site de Marc Duchamp, qui est président de l'organisation Sauver les Aigles et chairman du Conseil mondial de la nature. Bon, c'est pas n'importe qui, on ne peut pas dire que ce soit... Et donc, la société espagnole ornithologique qui a recensé donc, les carcasses, le compte des cadavres de 136 études, eh bien, il a conclu que 18 000 turbines, 18 000 éoliennes tuent entre 6 et 18 millions d'oiseaux et de bats, c'est les chauves-souris, dans une année. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est marginal, hein, a priori. Elle est plus... Est-ce que c'est avec... C'est mécanique ou c'est... Il y a deux éléments. Les pales et puis la pression. La pression sur les chauves-souris, alors je ne sais pas si c'est sur les poumons ou un truc comme ça, il y a une pression. Le fait de la pression, ça les tue. Et les oiseaux, en bout de pale, la vitesse est 220 km/h. Alors, ah oui, en bout de pale. Les oiseaux... hein. Donc ça, c'est quand même un élément. Hein. Je sais que... bien. Ok. Alors, éolien et paysage. Alors, donc les éoliennes et le paysage, donc en fait, on peut aimer les paysages d'éoliennes, hein, il n'y a pas de problème. Hein, je ne commenterai pas là-dessus, donc je vous ai mis quelques photos hein, avec des champs d'éoliennes. Bon, on peut aimer la combinaison de l'ancien et du moderne. Comme là. Bon. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Question de nous. Voilà. Alors, autre élément, bien sûr, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif. Hein. Alors, les éoliennes, il y a aussi une pollution cachée. Hein. Pollution, pas ici, mais là-bas. Les industries vertes sont particulièrement gourmandes.